Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé Server Client-Side Programming. Alors sans plus tarder, le menu. Alors on va voir une révision sur le langage de programmation Perl. On va voir le JavaScript et puis les objets JavaScript. Alors tout de suite une révision sur le langage de programmation Perl. Alors comme vous devez le savoir, avec le langage de programmation Perl, on a développé bien sûr les scripts CGI. Ces scripts CGI, c'est des scripts qui pouvaient transporter les informations qui étaient saisies par des internautes du navigateur web vers un serveur web. Alors toujours est-il, avant même la création de Java, il existait un mécanisme qui pouvait écrire des applications, je dirais, interactives sur le web pour pouvoir envoyer à partir d'un navigateur web vers un serveur web. Et là, les utilisateurs devaient bien sûr remplir des formulaires et envoyer bien sûr via ce script-là CGI. Alors maintenant, ce CGI-là a été développé par le langage de programmation Perl. On peut bien sûr développer plusieurs scripts CGI avec d'autres langages de programmation. Mais pour ceci, on va essayer un petit peu de voir une révision sur le langage de programmation Perl qu'on a déjà vu, qu'on a eu l'occasion de voir au niveau de la leçon précédente. Alors, Perl, expression régulière. Alors, comme je vous ai expliqué, au niveau du langage de programmation, vous avez les expressions régulières qui sont regroupées sous forme, bien sûr, de bibliothèques. Alors, vous avez les schémas patterns qui représentent des familles de chaînes. Alors là aussi, vous avez le $str qui correspond au schéma. Et bien sûr, le $str qui est égal au signe que vous voyez ici avec un slash pattern. Alors, qui remplace dans $str ce qui correspond au schéma avec replace, c'est-à-dire que $str qui est égal à le signe ici s slash schéma slash replace et les options bien sûr. Alors les règles, alors il y a plusieurs règles que vous pouvez utiliser au niveau du langage de programmation Perl, comme il y a beaucoup de règles que vous pouvez utiliser au niveau de tous les langages de programmation qui existent sur le marché. Alors, le reg expression est égal à un caractère plus un métacaractère ou des métacaractères. Alors pour ceci, vous avez des symboles qui, bien sûr, schématisent tout ça. Le point, il identifie tout caractère. Étoile plus point d'interrogation, ce sont des quantificateurs. Le entre crochet, ce sont des classes. Le entre parenthèses, ce sont des groupes. Et bien sûr, le trait vertical, c'est des alternatives. Alors, vous avez aussi le slash Paul, entre parenthèses, le A avec un tiret vertical, le O. Et là, vous avez deux possibilités, ou bien en oui, ou bien en non. Lorsque vous écrivez, par exemple, point étoile, link.e, là, à ce moment-là, il va vous faire une recherche sur tous les éléments. Alors maintenant, si vous faites link.u, donc il n'y a pas de recherche, c'est le nom du fichier directement que vous allez chercher. Alors là, on va le voir aussi. Vous avez le $str est égal au signe que vous voyez ici, avec un slash et entre crochets le JKL en majuscule. Mais vous retrouvez la même expression en bas, mais avec un J minuscule. Alors, l'arrobas Perls est égal à split, entre parenthèses, slash point étoile i point étoile slash $str. Sinon, maintenant, si vous voulez utiliser l'URL decoding, avec un arrobase, Perls ou Perls est égal à split, un slash anti-slash, plus un slash, et bien sûr, virgule, $str2. Alors, les subroutines, là aussi, je vais m'arrêter. Alors, les subroutines, ce sont des sous-programmes. Au niveau de tous les langages de programmation, vous avez la possibilité de structurer votre programme, de pouvoir économiser la saisie et de pouvoir aussi économiser la mémoire. Alors pour ceci, pour pouvoir les travailler, il faut absolument, avant de pouvoir commencer votre programme principal, créer ce qu'on appelle des subroutines ou des sous-programmes ou des procédures ou des fonctions auxquelles on fera appel à l'intérieur du programme principal. Et là, au niveau de l'organisation, ça va être meilleur. Alors, au niveau du Perl, la définition, c'est ce qu'on vient de connaître tout de suite. Alors, pour déclarer une subroutine, c'est sub-nom, avec le nom de la subroutine. Et entre les accolades, vous avez bien sûr tout le programme y afférent. Alors,
subnom prototype lorsque ça dépend d'un prototype déjà existant. Alors maintenant, au niveau du programme principal, lorsque vous voulez faire appel à ces subroutines, vous faites and non, entre parenthèses, argument 1 et argument n. Ou le nom ici, c'est le nom de la subroutine ici, et argument, ce sont bien sûr les paramètres, si bien sûr vous avez une procédure ou une fonction, une subroutine qui est paramétrable. Alors les paramètres et les variables. Alors tout ceci pour vous montrer que, comme tout langage de programmation, vous avez la possibilité d'utiliser des variables locales et des variables globales. Alors comme on les appelle au niveau d'autres langages de programmation. Alors la variable locale, c'est une variable qui va être déclarée au niveau de la procédure elle-même, sinon au niveau de la subroutine, et elle ne sera reconnue qu'au niveau de cette subroutine-là, ou maintenant s'il y a des subroutines qui sont internes à la subroutine principale. Alors maintenant, vous avez les variables globales, ce sont des variables qui sont déclarées au niveau du programme principal, et c'est des variables qui restent reconnues au niveau de tout le programme, du début jusqu'à la fin. Alors, vous avez ici, par exemple, my, private, but dynamic. Local, locaux, mais visibles au sous-appel. Donc, pour la programmation des variables, il faut absolument ajouter le my ou local pour pouvoir faire la différence entre une variable globale et une variable locale. Alors, les tests courts, par exemple, les exercices, exemple test simple, mais à correction automatique ou à création randomisée. Donc, on va voir un exemple tout de suite. Alors, question.txt slash option.txt slash exact.txt. Alors, c'est un paquet du programme, bien sûr, Perl, qui sera bien sûr envoyé vers un formulaire, plus une réponse exact.txt qui va revenir à celui qui a envoyé, bien sûr, le formulaire là. Et puis, correct.pl, on fait appel à un autre ou une autre subroutine pour pouvoir faire continuer notre programme. Alors maintenant, on va passer à un deuxième point qui est le JavaScript. Alors, le JavaScript, contrairement au langage de programmation Java, reste un langage qui est semblable au langage de programmation Java, mais qui a été développé par Netscape. Alors, qui a été développé par Netscape pour des fins très importantes. Pourquoi? Parce que le langage HTML, dans le temps, ne nous permettait pas d'avoir beaucoup de choses au niveau de notre page web. Alors maintenant, avec la structure JavaScript, ce sont des programmes qu'il faut insérer au niveau de votre programme HTML et bien sûr, qui vont faire énormément de choses, comme par exemple la création de menus, l'animation, beaucoup de choses. Une fois que vous insérez ce code au niveau de votre langage HTML, automatiquement, ce code sera exécuté. Contrairement maintenant au langage de programmation Java, où on fonctionne en orienté objet, c'est-à-dire qu'on a une classe, et cette classe sera compilée, et on va faire appel à la classe au niveau du langage de programmation HTML. On ne fait qu'appel au nom de la classe, et non pas au programme. Et une fois qu'on fait appel à ce nom-là, automatiquement, le programme sera exécuté. Donc, encore une fois, je répète, le JavaScript reste un langage de programmation qui est développé par Netscape pour des besoins au niveau d'Internet. Le Java reste un langage de programmation à part. Alors, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le JavaScript, on introduit le code au niveau du langage HTML. Alors que pour le Java, on ne fait appel qu'à la classe correspondante et automatiquement, cette classe sera exécutée. Alors, ce sont des caractères dynamiques et interactifs directement dans la page. Donc l'avantage que vous avez, c'est ça. Comme par exemple le fait de travailler avec un menu, le menu interactif. Ce menu interactif, on ne peut pas le travailler avec l'HTML. Donc il faut absolument insérer du code JavaScript pour le faire. On va essayer de voir un exemple tout à l'heure. Client-side, mais pas seulement. Il y a moins de trafic et des ressources de calcul serveur. Pourquoi? Parce qu'avec l'HTML, on a des problèmes dans ce sens, mais avec ça, on a moins de trafic et bien sûr, les ressources de calcul serveur. Object-based, c'est-à-dire les éléments page HTML, c'est-à-dire que l'objet sera basé au niveau de l'HTML, du code HTML. Alors maintenant, on peut le développer sur, bien sûr, des langages de programmation JavaScript, mais le code, on doit l'insérer tel qu'il est au niveau, bien sûr, de la page HTML pour qu'il puisse être exécuté. Il gère aussi les événements. Alors les avantages, qu'est-ce qu'il peut faire le JavaScript maintenant? Il peut bien sûr ouvrir de nouvelles fenêtres et des pages. Il peut contrôler les données. Il peut personnaliser la page avec des différences selon la version et le browser, c'est-à-dire le navigateur. Alors maintenant, ce qu'il ne peut pas faire,
la gestion des fichiers clients, les cookies par exemple. Alors Java, il peut le faire. Le multi-threading. Alors là aussi, on ne peut pas le faire. Alors comme vous devez le savoir, l'avantage que vous avez au niveau de Java, c'est que vous avez la possibilité de programmer les multithreads. C'est-à-dire que chaque opération, au niveau d'une boucle par exemple, vous pouvez faire une boucle mais avec plusieurs threads. C'est-à-dire que au lieu que la machine puisse planter et vous planter tout le process, elle ne va planter que le thread auquel elle appartient. Alors malheureusement, le JavaScript ne dispose pas bien sûr d'une programmation multithreading. Donc on est toujours à la merci d'un arrêt, par exemple, du processeur ou bien sûr du programme avec lequel vous travaillez. Alors maintenant, pour pouvoir insérer le script Java au niveau de la page HTML, on va utiliser, comme vous le voyez, des balises. Une balise double ou un tag, script/script, et entre les deux, on décrit bien sûr notre programme. Alors maintenant, il y a deux manières de procéder. Vous pouvez insérer le script au niveau du head, c'est-à-dire la partie la plus haute du programme HTML. Sinon, vous avez la possibilité aussi de l'insérer au niveau du body, au niveau du corps du programme. Alors, vous avez là aussi des variables locales et globales, un type, le contrôle, l'OPS, exp comme Java, plus ou moins. Vous avez la possibilité d'utiliser les fonctions, passage par valeur, fonction des objets est égal à méthode. Là aussi, c'est un langage de programmation, c'est presque du Java. Mais malheureusement, donc, il n'y a pas de machine virtuelle, il n'y a pas, donc c'est du code qui est inséré et qui est compilé en même temps que, bien sûr, l'exécution de votre page HTML. Alors, vous avez un exemple ici d'insertion d'un script au niveau du head. Alors, entre le head et le slash head, on insère le script avec le slash script. Et bien sûr, le script, on va insérer avec lui, bien sûr, des données sous forme de paramétrage. Alors, type est égal texte JavaScript. On ouvre, par exemple, le crochet code à exécuter tout de suite, déclaration variable globale, déclaration fonction. Alors, tout ce qui est entre, bien sûr, le signe inférieur, point d'exclamation, double tiré, ne sera pas pris en considération au niveau de l'exécution du langage HTML. Mais maintenant, si vous avez un vrai programme, vous mettez entre les deux signes inférieur et supérieur votre programme, et il sera exécuté automatiquement en lançant la page HTML. Alors maintenant, vous avez aussi la possibilité d'insérer votre script au niveau du body. Alors, le body, vous avez ici le body avec un slash body tout à fait à la fin. Vous pouvez insérer votre script. Donc, entre le tag script et le slash script, vous insérez votre programme ici même. Alors là, il ne faut pas faire attention au inférieur, point d'exclamation, double tiré, parce que ce sont des informations qui ne vont pas être compilées au niveau du lancement de la page. Ce sont une page de commentaires. Alors, les objets JavaScript. Alors là, on va les voir. Au niveau des objets JavaScript, on aura besoin, bien sûr, de pouvoir utiliser des boutons radio, des choix multiples, et tout ça, on va le voir au niveau d'un schéma. Regardez. Donc, vous pouvez avoir des boutons radio, des checkbox, des boutons. Alors, tout ça, ils appartiennent à un formulaire qui lui-même appartient à un document de Windows ou sous un langage pour pouvoir être affiché au niveau d'un navigateur. Donc c'est comme ça qu'on travaille au niveau de la structure avec bien sûr le JavaScript. Alors quelques propriétés maintenant. Navigateur.appname, navigateur.appversion, window.history, window.menubar. Donc tout ça, ce sont des propriétés que vous pouvez éventuellement configurer au niveau de votre programme JavaScript. Alors maintenant, ces propriétés, on va les retrouver au niveau de bibliothèques que vous pouvez utiliser. Sachant que le JavaScript, c'est basé à plusieurs reprises sur des bibliothèques Java. Form.length, form.elements, form.name, document.for, .name radio, entre crochets i, .checked. Alors vous avez aussi des méthodes que vous pouvez utiliser au niveau du langage JavaScript. Navigateur.java-enabled, windows.alert, windows.open pour ouvrir la fenêtre, windows.close pour fermer la fenêtre, windows.resize2 pour donner une grandeur, une taille à une fenêtre, document.close et document.write. Et puis form.reset. Alors maintenant, vous pouvez trouver des exemples au niveau de JavaScript version 1.0 et 1.5. Et ça au niveau du chapitre 8, JavaScript, exemple, forme J.
Alors maintenant, avant de terminer cette leçon-là, je vais vous montrer un script Java au niveau d'une page HTML. Et pour ceci, donc, on va ouvrir une page. Par exemple, www.etia.ma. Alors, ce que vous voyez ici reste une animation, mais le plus important, on va le voir tout de suite. On le voit ici. Vous avez un menu. Alors, ce menu a été fait par du JavaScript. C'est un code JavaScript qui a été inséré au niveau de la page HTML. Alors, ce menu-là, on ne peut pas le préparer avec le langage HTML. Mais c'est du code JavaScript inséré au niveau de la page HTML. Et ça, on va le voir. On va demander la page source. Et on va le retrouver tout à fait en haut. On retrouve script, voilà, avec le langage JavaScript, le type et ainsi de suite, jusqu'à /JavaScript. Et là, c'est un script qui a été utilisé pour pouvoir, bien sûr, voir le menu. Alors, au niveau d'un programme ou d'une page web, on peut insérer plusieurs scripts, plusieurs styles et ainsi de suite. Alors, langage pour hypertexte. Alors, les langages qui existent pour hypertexte, il y en a plusieurs. Alors maintenant, si vous voulez le SGML, c'est un langage, si vous voulez, un langage parent, langage père. Et à partir de ce langage-là, découle le langage HTML, le langage XML, le langage XHTML, et ainsi de suite. Alors, pour créer et employer des langages format de document, HTML et XML. Alors, le langage HTML, on l'a vu dans les leçons précédentes. Le langage XML, on va le voir dans les leçons suivantes. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.